même sens, jusqu'au bon milieu des années 60. 1960. Une des plus grandes entreprises françaises, la Compagnie Générale d'Électricité, avait 3 comptabilités. Il y avait une comptabilité pour la direction générale. Il y avait une deuxième comptabilité qui était à l'usage des banques partenaires de la Compagnie Générale d'Électricité, et il y avait une troisième comptabilité qui était là pour les actionnaire. Donc, je ne porte aucun jugement de valeur. Je dis simplement que les commissaires aux comptes existants, bien entendu, il y avait 3 vérités pour l'entreprise. Et je prends une entreprise familiale sous l'occupation, les pâtes Rivoire et Carré, à Grenoble. Eh bien, il y avait de nouveau 3 comptabilités. Il y avait une comptabilité pour la direction générale, il y en avait une pour Vichy et pour les Allemands, et puis il y en avait une troisième pour les actionnaires. Alors on peut se dire que là, c'est lié à une situation de tyrannie, de contrainte et d'occupation, mais l'exemple que j'ai donné auparavant de la Compagnie Générale d'Électricité montre qu'une entreprise donnée, par rapport à ses parties prenantes, internes et externes, peut avoir plusieurs vérités. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est un exemple qui vient, alors les 2 premiers viennent de thèses d'histoire, le deuxième je le prends dans un certain célèbre article d'un gestionnaire suédois qui a étudié 3 discours sur l'histoire de Volvo. Premier discours, le discours prononcé à la Fondation en 1926. Deuxième discours, le discours prononcé toujours par le fondateur 10 ans plus tard, 1936. Troisième discours, 1956, le fondateur est toujours là. Le plus frappant, c'est la comparaison 1936-1956. En 1936, il explique froidement que le modèle qui a été lancé n'était pas au point, que l'entreprise n'était pas profitable et que si l'entreprise a tenu, ça relève de miracles permanents et des qualités d'improvisation, du management, des ingénieurs et des ouvriers. Le discours de 1956 dit « c'est formidable, les conditions étaient extraordinaires, il y avait une demande cachée, la Suède était en train de profiter du boom européen et américain, on a fait ça, ça a été très bien, et tout a été marqué sous le signe de la réussite. » Donc vous voyez bien là-dessus que après avoir dit qu'il peut y avoir plusieurs vérités comptables en même temps, il peut y avoir plusieurs vérités successives émanant de la même direction dans un contexte évidemment différent, et c'est ce que j'ai proposé d'appeler avec Philip Scranton dans notre livre sur la réimagination de l'histoire des entreprises, des rationalisations rétrospectives. Ça rend quand même la question de la vérité un peu complexe, un peu multiple. Et je vais ajouter un dernier élément qui est que les entreprises, comme les organisations publiques, comme les associations, ont aussi la possibilité de mentir. Et je prends un exemple qui est les problèmes d'accidents liés à l'automobile. 1965, un avocat américain, Ralph Nader, publie un livre qui fait scandale, qui s'appelle Unsafe at Any Speed, et la traduction française rajoute encore une couche, puisqu'elle s'appelle Ces voitures qui tuent. Les 3 grandes entreprises américaines dépensent des sommes considérables en relations publiques et en lobbying pour dire que
tout ça, c'est de l'imagination. Le Sénat américain crée une commission d'enquête, et cette commission d'enquête montre qu'il y a eu 426 procédures de rappel de véhicules entre 1960 et 1966, et de là va surgir toute la législation américaine. Donc vous avez ainsi 4 lectures possibles du rapport des entreprises à la vérité, et ces 4 lectures ne distinguent pas les entreprises, ni de l'État, ni des individus, ni des associations qui peuvent avoir exactement les mêmes attitudes, les mêmes pratiques, les mêmes systèmes de valeurs. Alors je vais passer du côté des rapports entre entreprises et historiens. Et sur le sujet de la vérité, je vais aller aussi à la même vitesse dans l'intérêt de la discussion, donc un peu à la hache, mais je veux attirer votre attention sur d'abord les problèmes de rapport direct et ensuite les problèmes de fond. Voilà Nippon Oil. Nippon Oil est la plus grande entreprise japonaise de pétrole. C'est celle qui est distributrice de la marque Ineos qu'on voit sur les routes au Japon et dans les publicités sur le web ou à la télévision. Nippon Oil commande à Koichiro Nakagawa, c'est-à-dire le plus grand des historiens japonais des entreprises de la première période, l'équivalent, toute proportion gardée, de Chandler. Il commande une histoire de Nippon Oil. C'est une chose pour lui, pour Nakagawa, chose absolument extraordinaire, parce qu'au Japon, il est rarissime qu'on puisse avoir accès aux archives des entreprises. Il y a d'autres choses qui sont utiles, c'est il y a des histoires des entreprises qui sont écrites par les cadres retraités collectivement. Et là, chose extraordinaire, il a les archives et il a l'accès illimité aux témoignages. Bon, c'est un historien, j'ai beaucoup de sympathie pour lui parce qu'il ne termine pas dans les délais. Lorsqu'il a terminé, j'ai du retard donc je le sais, lorsqu'il a terminé, le PDG a changé. Le PDG le convoque et M. Nakagawa, aujourd'hui décédé, Rosie de Plaisir, c'est lui-même qui m'a raconté ces faits, parce qu'il s'attend qu'avec toute l'ampleur de Nippon Oil, son manuscrit soit accompagné d'une campagne de lancement extraordinaire et soit publié chez un grand éditeur. Le PDG lui dit Monsieur, j'ai beaucoup apprécié votre livre. Nakagawa rougit encore plus. Je l'ai beaucoup apprécié, mais je trouve qu'il est quand même beaucoup trop favorable sur la période récente à mon prédécesseur qui vous a commandé ce livre. Et je considère que mon prédécesseur n'a pas porté l'entreprise au point de compétitivité qui était souhaitable. J'ai donc appelé mes juristes. Mes juristes ont relu le contrat qui a été signé avec vous, et ce contrat dit explicitement que la publication doit être autorisée par nous. J'ai donc appliqué le contrat et je vous remercie. Au revoir. Il y avait donc la vérité de l'historien, il y avait d'une certaine manière la vérité du prédécesseur, et il y avait la vérité du PDG au moment où le travail était fini et le travail dort aux archives de Nippon Oil, et comme elles ne sont pas ouvertes, il dormira très longtemps. Pas ouvert, il dormira très longtemps. Deuxième exemple, que Ludovic connaît fort bien, qui est le cas de Siemens. Siemens, grande entreprise de l'électronique, défraye la chronique pour avoir utilisé massivement la corruption dans ses rapports avec les pays étrangers et notamment avec les pays émergents. Le PDG de Siemens dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire éclater la vérité sans aucune restriction. Convoque donc
2 historiens, une femme, un homme, Cornelia Rau et Arnold Berghof, et il leur demande de faire une histoire de Siemens avec l'accès généralisé à tous les documents, y compris ceux des affaires de corruption, et à tous les témoignages des parties prenantes impliquées. Ces 2 historiens allemands produisent un livre qui fait 816 pages. Un peu la tendance allemande. Hein. Bon, pas seulement la tendance des historiens. Et c'est un livre extrêmement complet, et donc l'un des 2, le plus gradé, le plus capé, Arnold Berghof, vient voir le PDG, et là c'est le même, hein, il n'y a pas le même biais que tout à l'heure. Le PDG lui dit: travail extrêmement remarquable. J'ai vraiment trouvé dedans tout ce qui nous a conduit dans ces affaires de corruption avec lesquelles j'ai rompu, et y compris l'usage massif, que vous connaissez peut-être, du fait que la corruption pouvait être légale et pouvait être déduite par l'entreprise de lancer déclaration d'impôt. C'est très bien. Arnold Berghof, lui aussi, Rosie le plaisir. Et j'ai donc transmis votre manuscrit à la direction de la communication et à la direction juridique. Et leur avis est exactement le même, c'est impubliable. Parce que, bien sûr, vous dites la vérité, mais si cette vérité surgit maintenant, alors que nous avons rompu avec cette pratique, elle va être désastreuse pour la réputation de l'entreprise. J'ai regardé votre contrat et j'ai trouvé une clause qui nous autorise à ne pas publier. Et ce n'est pas seulement une histoire directe. Arnold Berghof vient de publier un article exceptionnellement brillant sur le tournant des années 90 dans le capitalisme allemand, et il fait une note dans laquelle il explique que son manuscrit est interdit de publication. Encore deux éléments et j'ai fini. Donc ces 2 premiers portent sur le rapport entre les historiens et les entreprises. Troisième exemple, c'est un exemple extrêmement connu, c'est les négociations entre la CGT, le patronat, la CGPF à l'époque, pas le MEDEF bien sûr, et le gouvernement du Front populaire. Alors, nous avons un récit qui a duré 50 ans, qui montre des patrons affolés devant la pauvreté des salaires qui leur sont présentés par les dirigeants syndicaux. Cette pauvreté est tout à fait incontestable. C'est une vérité des acteurs qui sont désarmés devant le problème de l'issue à trouver face aux grèves avec l'occupation d'usines, et enfin un gouvernement qui cherche à tout prix une issue pour faire entrer le fleuve dans son lit. Un jeune historien anglais, Adrian Rossiter, dans le cadre d'une thèse, a trouvé les 3 comptes rendus successifs que la Chambre de commerce de Paris, qui était présente par un de ses dirigeants dans la délégation patronale, a établi. Et chacun de ces 3 comptes rendus en dit moins que l'autre. Et ils ont de nouveau des destinataires différents. Le dernier va à toutes les chambres de commerce de France et de Navarre, mais le premier est une sorte de reconstitution des échanges, et il montre qu'une discussion a eu lieu entre le gouvernement et les patrons 3 jours auparavant, dont il ne reste aucune trace, et que toute une série de concessions ont été préparées, et que cette négociation de l'accord Matignon, pour dramatique qu'elle ait été, était aux 3 quarts sur les rails avant. Donc voilà mon 3e point pour montrer ce que le travail d'historien peut aboutir
et comment, d'une certaine manière, il détruit non pas seulement un passé, mais il détruit aussi les travaux des historiens précédents en attendant, bien entendu, d'être détruit lui-même par la suite. Dernier élément, c'est un article très connu autour de l'histoire de la décision qui a été publié par une historienne américaine, Naomi Lamoureux. Et article de 2001, et elle a pris un exemple que je trouve tout à fait passionnant, pour ça que je l'ai choisi sans malice. C'est une réunion du conseil d'administration de Ford en 1949 pour savoir où on va créer une usine de moteurs et quel type d'usine on va créer pour faire face à la croissance massive de l'économie américaine de l'après-guerre. Et elle explique qu'on a, comme toujours dans les conseils d'administration américains, qui sont issus, comme vous savez, de processus compliqués qui sont organisés par comité, on a des dossiers extraordinaires, très complets, très détaillés. Et ces dossiers sont particulièrement remarquables parce qu'ils indiquent plusieurs propositions alternatives. On n'a absolument aucune trace de la réunion du conseil d'administration. Il n'en subsiste rien, et au moment où ce sujet a été étudié, aucun des participants n'était plus en vie et n'avait écrit ce mémoire. Et la décision finale n'a aucun rapport avec aucune des propositions qui étaient dans les dossiers, et ça va donner naissance à une usine qui va être celle qui va engendrer les controverses dont les sociologues et les gestionnaires américains et français vont se nourrir, parce que c'est d'elle que va surgir le mot automation. Que s'est-il passé et quelle est la position du chercheur sur ce qui s'est passé? Et donc elle dit, elle reprend l'expression d'un philosophe américain toujours vivant, ayant un âge canonique, John Searle, qui est un homme de la philosophie analytique, il a dit il y a eu un gap, un écart, une lacune, et il dit de toute façon, même si on avait le procès verbal, on aurait d'énormes difficultés parce qu'on ne verrait pas les gens au chez du chef, on ne verrait pas les gens faire des mouvements de contradiction, on ne verrait pas la passion, les émotions qu'il y aurait dans le discours. Et il dit, au fond, il y a des futurs passés. Ces futurs passés sont des possibilités de décision, ce sont des enchaînements à partir d'analyses qui sont toutes rationnelles, et le travail des historiens, c'est de reconstituer l'éventail des possibles et de chercher comment ce qui s'est passé a pu être, dans un raisonnement probabiliste, atteint. Mais elle dit aussi que le travail des dirigeants, c'est symétriquement de faire face, par la force, par le raisonnement, par la passion, à la pluralité des possibles à partir des données qui sont réunies sur la table du conseil d'administration de Ford et dans les têtes des administrateurs internes et externes de l'entreprise. Alors, j'en ai terminé, mais vous voyez ce qui est indiqué dans ce dernier exemple. Ça n'est pas qu'il n'y a pas de vérité. C'est qu'il y a formation de vérité dans la décision et recherche d'une ou de plusieurs possibilités de vérité dans l'état de la recherche scientifique, des discussions de méthode et des possibilités de prouver ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà, c'est juste une façon d'engager le débat, mais pour dire que la question que vous nous avez posée ne vaut pas seulement pour les moments extraordinairement pénibles pour les entreprises, comme l'exemple que j'ai cité
des voitures créatrices d'accidents citées par Alf Schneider, ou de la corruption qui est l'origine de la demande de recherche de Siemens. Ce sont des questions à la fois de pratique des entreprises, des questions d'éthique et de questions de rapport des sciences sociales dans l'histoire à ces pratiques et à ces représentations. Merci beaucoup. Alors effectivement, vous avez déjà évoqué un peu tous les thèmes sur lesquels je voulais revenir après, mais c'est bien, comme ça je pourrais rebondir. Et si les gens ne trouvent pas ça intéressant, je pourrais dire que c'est vous qui l'avez mentionné en introduction. Il y a beaucoup de choses. Il y a quelque chose que j'ai trouvé qui est intéressant sur cette multiplicité des vérités avec les trois comptabilités. Et ça, j'imagine que c'est pour le coup, Ludwig, dans l'histoire des affaires et dans la méthodologie ou dans l'approche, ça doit être un problème assez récurrent. Comment est-ce que cette coexistence de regards multiples, pour ne pas dire multiples vérités, se gère, entre guillemets, dans le travail de recherche d'un historien des affaires? Est-ce qu'on peut la refaire et je ne passe pas après Patrick? C'est possible? Alors, je vais essayer de prendre une autre perspective en fait et faire un peu d'égo-histoire et regarder ça à travers mes propres travaux, parce que finalement, en écoutant Patrick, je refaisais le cheminement de notre première rencontre, sans doute vers 1991 ou 92, quelque chose comme ça, avant l'Internet. J'ai fait une thèse d'histoire sur Péchinet, chez Péchinet en Cifre, donc salarié de l'entreprise. Et à ce moment-là, dans cette thèse, dont je suis très content, encore aujourd'hui, je me suis pratiquement à aucun moment posé la question du récit que j'étais en train d'écrire sur cette entreprise, les rapports de ses dirigeants, je ne sais pas, par exemple, au monde ouvrier, à la pollution, à des questions comme ça. Alors, non pas que je sois particulièrement réactionnaire, conservateur ou autre, mais simplement dans la méthode, dans la façon dont j'avais été formé et dans les lectures que j'avais d'histoire des entreprises, très chandlérienne, finalement ces questions-là étaient invisibilisées. Ce n'était pas une volonté de cacher ça ou un désintérêt personnel, mais simplement je faisais une histoire de la direction générale, finalement, de cette entreprise, des méthodes de gestion, des structures, des pratiques. Aujourd'hui, je suis invité en Camargue à faire un papier de réflexion un petit peu sur les interdépendances. Donc, je me suis penché sur l'histoire de l'environnement dans la région. Et il y a un livre qui s'appelle Une autre histoire des Trente Glorieuses, qui fait une histoire à charge, en particulier contre Péchinet. Ça fait pleurer mon cœur de vieil alluministe autour des pollutions réelles de ces entreprises. Pollutions que j'ai vues dans les archives. À ce moment-là, j'en parle même dans ma thèse à certains moments. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est pas une invention, c'est pas quelque chose de très neuf ce que je viens de dire, c'est que les historiens ont les questions de leur époque. C'est-à-dire que les historiens il y a 30 ans n'étaient pas méchants, racistes et ils aimaient la pollution. Ce n'étaient pas les questions. Il y en avait déjà, mais ils étaient méchants. Et donc, c'est cette... Et ils étaient blancs et masculins. Ça c'est sans doute plus vrai. Excusez-moi, mais on est quand même dans un manel, là. Donc, alors, ce que je veux amener par cette réflexion, c'est aujourd'hui dans ma pratique professionnelle, je m'intéresse beaucoup plus à cette réflexivité, à se demander ce qu'on fait quand on écrit un récit historique autour d'une entreprise, à se poser des questions sur l'impact de la structure même du récit. C'est-à-dire en particulier, est-ce que lorsque je dépouille des archives, je commence à faire des synthèses progressives, est-ce que je ne choisis pas finalement une hypothèse au détriment des autres sans le dire? Et en essayant de publier des papiers dans des journaux de management, on me demande d'expliquer exactement comment je fais. Et donc de dévoiler ce que souvent comme historien, on ne m'a jamais appris à dévoiler. C'est-à-dire comme historien, on ne m'a jamais dit, il y avait 3 hypothèses éventuellement qui tenaient le coup par rapport aux archives que tu avais, mais tu en as quand même choisi une. Pourquoi tu as éliminé les 2 autres? Et cette question-là, certains auteurs, certains collègues, en particulier en théorie des organisations, se la posent. Par moment, trop. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut arrêter quand même d'hésiter, il faut trancher.
Et donc on choisit une hypothèse qui est crédible, qui est soutenue, jusqu'à ce que quelqu'un vous prouve le contraire. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que le prochain historien démontrera la machine autrement et la remontera. Mais cet effort qui est demandé par les gens de théorie des organisations, les gens de management, ça a éveillé chez moi des questionnements qui n'étaient pas présents quand jeune historien des facultés d'histoire. Je ne me posais pas les questions sur mon artisanat ou ma pratique professionnelle. Ça m'amène à rejoindre Patrick sur cette notion de vérité, comment dire, multiple, variable, l'impossibilité, c'est les philosophes de l'histoire, on va parler de toute éternité si j'ose dire, de reconstituer ce qui se passe dans cette salle exactement. On n'est jamais au même angle, même si on était dans cette salle, on a vu certaines choses, pas d'autres, etc. Les historiens d'entreprise font la même chose, et quand on regarde, tu disais tout à l'heure le rapport des entreprises à la vérité historique, alors il peut y avoir des volontés de communication, de censure, elles ont été évoquées par Patrick, mais finalement, les entrepreneurs ou les gens d'entreprise ou les dirigeants d'entreprise n'ont pas besoin d'inventer des bobards. Pourquoi ? Parce que dans le passé, il y a suffisamment d'histoires, de héros, d'artefacts, d'événements, de données pour leur permettre de faire des choix. Et je vais écrire ce papier que je n'ai pas encore écrit sur le stratège comme curateur. C'est-à-dire quelqu'un qui va dans le réservoir de l'histoire ou dans les réserves de l'histoire de l'entreprise, par exemple de l'organisation, et puis qui va chercher des choses. Alors, il va chercher un objet, il va chercher un produit, il va chercher un personnage, il va chercher un échec, il va chercher quelque chose, des données statistiques, une des trois comptabilités que vous évoquez, et il va en faire un récit. Et j'ai un exemple concret à vous donner qui vient d'une des recherches en cours que j'ai avec Benoît Demille, qui est un professeur de stratégie à l'Université de Lille. On travaille ensemble sur une entreprise familiale. L'entreprise appartient à la même famille depuis l'Ancien Régime. Ils sont à la 9e ou 10e génération. Ils m'ont très gentiment, ce sont des partenaires de l'EDEC, ils m'ont très gentiment ouvert toutes les archives dans un grand grenier dans l'est de la France. Et en fait, ce qui est très intéressant, quand j'ai fait plusieurs entretiens avec plusieurs membres de la famille de plusieurs générations, ils utilisent, dans les relations avec les actionnaires, qui sont des actionnaires familiaux, il y a à peu près 200 cousins, enfin, beaux-frères, etc. dans cette entreprise. C'est une entreprise qui a 10 000 employés, 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas une PME. Ils utilisent beaucoup un pacte de famille qui a été publié dans l'entreprise d'histoire, qui date du dernier tiers du 19e siècle, dans lequel un de leurs ancêtres dit aux générations futures, restez unis, quitte à ce que ce soit au détriment de vos intérêts financiers, mais restez unis, c'est plus important que tout, et je vous fais cette demande sous les yeux du Seigneur. Ils sont très catholiques jusqu'à aujourd'hui dans ces familles, et donc il y a un poids supplémentaire de la religion, enfin, qui vous regarde. Si vous êtes désunis, ça se passera mal dans le futur. Et ce message nous vient du passé. Et les dirigeants actuels d'entreprise sont allés chercher ce document, et donc avec mon collègue, on s'est demandé, c'est intéressant, ce pacte de famille, donc on regarde les archives des années 1920-1930, il n'y a aucune mention de ce document nulle part. Pourquoi ? Parce qu'en 1920, ils n'avaient pas de problème d'unité des actionnaires. Donc, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher la caution historique, donc ils ne sont pas allés raconter un bobard, ils n'ont pas construit un mensonge, ils sont allés juste piocher dans le réservoir du passé quelque chose qui peut leur servir à répondre à une question qu'ils ont à résoudre maintenant, c'est-à-dire de réunir les actionnaires suite à des conflits importants dans les années 80. Donc pour faire simple, la génération d'avant s'est beaucoup battue, ils essaient d'unir la nouvelle génération pour continuer à développer l'entreprise avec une certaine harmonie entre les actionnaires. Donc cette notion de vérité, finalement, la vérité, c'est qu'effectivement l'ancêtre est né le 1er janvier 1840 et puis peut-être mort le 31 décembre 1880, ça c'est pas vraiment une interprétation, qu'ils étaient le produit, qu'il y avait des catalogues de produits, mais la notion de ce qu'on met en avant, c'est une notion différente de ce problème de vérité historique. Et l'histoire des entreprises, elle a eu un défaut pendant des années, c'est qu'elle prenait pour chose garantie ce que nous racontaient les entreprises dans leur discours de départ des fondateurs, dans les brochures d'anniversaire, dans les journaux d'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'était les sources les plus faciles auxquelles on avait accès.
Et c'était compliqué de trouver des sources alternatives, ou de trianguler beaucoup, parce que archives privées, pas beaucoup de confirmation ou d'affirmation dans les archives publiques. Ça pouvait arriver, mais c'était un peu compliqué. Donc ça, c'est un des éléments. Et puis, vérité historique, ben là aussi, je prends un autre exemple de recherche que je fais en ce moment. Cette année, on a publié avec 2 collègues de Lille, à nouveau, Neil Ozaglar et Hélène Gorge, un papier dans Organization Studies autour de la ressource historique comme ressource stratégique. Donc c'est un croisement entre histoire et stratégie. Et on a utilisé l'exemple d'Emmaüs et de l'abbé Pierre. Et on a essayé de comprendre en quoi l'abbé Pierre a constitué une ressource historique pour Emmaüs. Et en quoi c'est une ressource historique très problématique, parce que, pendant que l'abbé Pierre est vivant, il a de l'agence, c'est-à-dire il fait des choses, c'est une légende, mais il fait des choses donc, qui ne sont pas alignées nécessairement avec la stratégie de Emmaüs. Par exemple, le droit au logement, l'église Saint-Malin, ce qui était complètement en dehors de la stratégie des dirigeants d'Emmaüs. Il est extrêmement utile pour lever des fonds, il est utile comme symbole, il est très compliqué comme personnage. Après sa mort, c'est aussi compliqué parce que c'est une ressource historique qu'on ne peut pas privatiser. Donc, un des problèmes de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas la privatiser. C'est un bien public. Donc, on peut essayer en interdisant d'entrer aux archives. Ça peut marcher un moment. Mais l'abbé Pierre, il est dans la culture populaire, donc il appartient aussi bien au grand public, il appartient aux politiques, il est représenté dans la presse, dans le cinéma, dans la bande dessinée, enfin voilà. Donc, là aussi, multifacette. Et pour tout compliquer, l'abbé Pierre lui-même était un très grand communicant. Il était très fort pour parler aux médias. Il a déposé sa propre marque avant de la léguer ensuite à Emmaüs International. C'était un homme qui avait une très forte conscience de sa saga historique. Il était toujours habillé avec sa soutane à un moment où plus aucun prêtre en France ne portait la soutane. Après, début des années 70, on n'en voyait plus. Il portait, quand les circonstances le demandaient, les médailles pendantes, les badges de la France libre, des choses comme ça. Donc, tout ça était très important et très utile pour servir les causes qui défendaient. Donc voilà encore, l'histoire, c'est pas nécessairement inventer des histoires. Et donc l'historien, il doit faire preuve de... Je pense que c'est très utile de pousser les sciences de gestion vers les historiens qui s'intéressent à l'entreprise, ceux qui l'acceptent en tout cas, ou qui en ont besoin parce qu'ils travaillent dans le business school et ont besoin de publier dans ces journaux-là, à une réflexivité, à un recul, au moins, tout simplement sur leur pratique professionnelle. Et puis, dernière chose, il y a aussi du marketing des sciences historiques. Aujourd'hui, on a History of Capitalism. C'est de la bonne vieille histoire sociale, matinée d'histoire économique et d'histoire des affaires, mais ça vend mieux. J'ai vu un papier hier ou avant-hier sur l'histoire populaire, qui est un très grand succès. Ça ressemble pas mal à l'histoire sociale, peut-être un petit peu différent, enfin c'est repackagé autrement, mais je laisserai la parole à mon voisin là-dessus. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si j'ai continué à ouvrir le débat. Voilà ma contribution. Merci beaucoup. Oui, bah sur ces questions-là, j'ai envie de vous poser cette même question globale de la vérité historique, mais en reprenant un autre point qui était mentionné par Patrick Clémenceau, qui était aussi le rôle de l'historien. Et le rôle pas toujours évident de l'historien face au pouvoir. C'est le moment où un patron d'entreprise va dire bah, ça vous ne publierez pas. Alors, on n'est pas exactement dans les mêmes situations sur vos travaux, mais voilà, par rapport à cette vérité historique et le rôle de l'historien, comment vous avez vu les choses et comment vous voyez les choses? Bien, merci de m'avoir invité. Je suis d'accord avec 80% de ce qu'a dit Patrick. Ce qui est rassurant, somme toute. Bon, il y a quand même 20%, pas forcément d'ailleurs sur ce qu'il a dit, mais sur ce qu'il n'a pas dit, peut-être plutôt. Voilà. Non, et c'est la même chose pour mon voisin, c'est-à-dire que je trouve bien qu'on arrive, en fait, avec 3 discours différents, à souligner qu'il y a plusieurs dimensions des vérités historiques, sans pour autant sombrer dans le relativisme. Ni les uns ni les autres, d'après ce que j'ai compris. Je force personne. Or, je pense que c'est quand même une question. Hein,
y compris parmi les historiens. Pour l'instant, je ne parle pas des entreprises. Mais un certain nombre de nos collègues pensent qu'il n'y a pas de vérité, quoi. Hein, que tout est discours, tout est construction. Vous savez bien combien, actuellement, un des courants, je ne sais pas s'il est dominant, hégémonique, en tout cas il est fort, pour dire qu'au fond, l'histoire et la littérature, c'est pas si différent. Hein. Et donc, qu'au fond, vous voyez, et là, il y a un vrai débat entre historiens, où la vérité est en jeu. Donc, il ne faudrait pas penser que pour les entreprises, bon, la vérité, c'est secondaire, mais pour les historiens, c'est du solide. Je pense que pour les historiens aussi, c'est une question. Hein, c'est une question. Les multiples dimensions, ou le fait qu'il y a des vérités qui peuvent refléter les questions du moment successivement, ne veulent pas dire que la vérité n'existe pas. Elle existe sous des formes différentes, qui sont des formes elles-mêmes historiques. Mais il y a bien des choses qui sont fausses. Et il y a bien des vérités qui peuvent se prouver. On le prouve différemment, on trouve des preuves nouvelles, ou des preuves supplémentaires qui viennent infirmer ou nuancer les précédentes. Mais, donc je pense que ça, c'est une question importante. Bon. Par ailleurs, moi j'avais fait les deux mêmes, le même plan que Patrick en deux parties, ce qui est d'ailleurs très étonnant pour des historiens, ce qui devient un peu suspect. Ce qui devient un peu suspect. J'avais noté les dirigeants d'entreprise, les historiens. Et c'était les mêmes questions que j'avais, donc ça permet d'aller plus vite. J'avais quelques exemples, mais je vais les laisser tomber parce qu'ils recoupent à peu près. En revanche, je vais donner quelques exemples de ce que j'ai fait moi, peut-être. Alors moi, c'est surtout des entreprises publiques, mais c'est quand même intéressant. Enfin, j'espère. Trois questions, au fond. Pour les entreprises, alors j'aime pas beaucoup les entreprises parce que on ne dit pas les entreprises pensent que. Hein, il y a des étudiants qui écrivent ça, quelquefois des collègues, mais bon, non, les entreprises ne pensent pas. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on dit les entreprises? On pense aux dirigeants. Ça pose déjà problème, hein, si ce n'est que le discours des dirigeants. Mais gardons ça provisoirement. Pour les dirigeants des entreprises, la vérité pose problème, on l'a dit, au sens où elle est intégrée dans leur quotidien, dans leur pratique, dans leur stratégie, etc. Peut-être que par ailleurs, ils ont un rapport à la vérité dans leur vie en dehors, citoyenne, etc. Mais comme chef d'entreprise, en rapport avec leur entreprise, la vérité, elle est forcément relativisée, elle est forcément en rapport avec quelque chose. Et probablement en rapport avec le présent ou avec l'avenir. Donc la question, c'est pas seulement la vérité, c'est l'histoire. Parce que à quoi sert l'histoire? On sait bien, hein, les uns et les autres, que 9 chefs d'entreprise sur 10 n'ont rien à faire avec l'histoire, y compris leur propre histoire. Hein. Alors il y en a un sur 10. Bon, puis souvent c'est des gens intéressants, puis souvent c'est des gens avec qui on a eu des relations suivies, puis souvent c'est des gens eux-mêmes cultivés, et puis voilà, et puis ils nous mettent en valeur, donc on est content, donc on les met en évidence. Alors évidemment on cite toujours les mêmes, Saint-Gobain, etc. Bon, évidemment, qui est-ce qui a une tour avec des archives comme Saint-Gobain, je veux dire, qui est mieux que les archives nationales? Je veux dire, vous n'allez pas en trouver 10 000, hein. Donc on est dans une situation un peu bizarre, où on met en évidence ceux qui sont non représentatifs. C'est-à-dire ils ont la prime de non-représentativité. Hein, et ils ont une grosse prime, parce que souvent on prend leur exemple. Donc pour les chefs d'entreprise, la question, la vérité, elle se double aussi d'une question sur l'histoire. À quoi ça peut leur servir? Alors on nous a donné des exemples comme quoi l'histoire peut avoir le présent du passé, et on voit bien que dans ce cas-là, mais ça, là du coup on rejoint un peu les mêmes problèmes que pour les historiens, c'est-à-dire qu'on opère un tri. Hein, on opère un tri. Ça n'oblitère pas la question de la vérité, mais la question c'est qu'on ne peut pas tout restituer, donc on fait bien un tri. Comment? Alors il est raisonné, il est prouvé, il est justifié, il est soutenu par justement des sources, etc. etc. Mais c'est quand même un tri. Et ça c'est la question qui est la même, hein, pour les historiens et pour les chefs d'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des questions communes et des questions complètement différentes.
j'aurais tendance à dire que pour les historiens, normalement, une des questions essentielles qui devrait se poser, c'est la vérité. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour certains, il n'y en a pas. Hein, toute histoire est un discours, toute histoire est une représentation, donc l'historien n'est qu'un écrivain, un écrivant, enfin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous voyez, donc c'est même un débat parmi nous. Alors, si je reviens maintenant sur les questions du problème des rapports à la vérité ou aux vérités historiques, bon, distinguons peut-être les questions chaudes et les questions plus froides. Les questions chaudes, c'est pour l'histoire des entreprises, soit la question des périodes noires, alors jusqu'à quel point opère-t-on la vérité sur les périodes noires, les périodes qui ne sont pas très glorieuses, etc. Donc on voit tout de suite qu'on peut avoir... Alors là aussi, c'est selon les moments. C'est-à-dire selon les moments, c'est telle histoire qui est mise en évidence. Pendant tout un temps, ça a été Vichy, la collaboration, etc. Maintenant, on a plutôt la colonisation, etc. Il y a eu un moment, c'était la guerre d'Algérie. On aura peut-être, je ne sais pas, autre chose. Donc on a aussi le présent d'une histoire qui, pour des raisons diverses, a été mise en évidence dans les médias, dans l'actualité même, etc. Bon, pour ce qui est des périodes noires, là, la question de la vérité, est-elle cachée, j'en dirais deux mots. Mais c'est, au fond, très particulier comme question, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément la plus intéressante, dans la mesure où, au fond, ce sont des périodes, disons, qui peuvent être relativement délimitées, qui ne sont pas au fond, qui ne s'étalent pas forcément sur la durée, etc. Deuxième aspect des questions chaudes, c'est la question du secret. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises et de dirigeants d'entreprises, on le sait bien, hein, ne livrent pas leurs archives, même sur des périodes très anciennes, pensant que... Alors je pourrais donner des éléments par secteur, hein, il y a des branches très particulières, les entreprises de luxe, vous pouvez toujours courir pour essayer d'avoir des archives, hein. Vous en aurez par-ci, par-là, mais vous n'en aurez pas beaucoup, de haute technologie, etc., etc., etc. On aurait certainement une hiérarchie. Bon. Mais ce n'est pas forcément celles qui ont le plus à cacher qui cachent le plus, ou inversement. Donc, mais c'est une des questions qui souvent fait que les rapports avec les historiens sont difficiles et les rapports avec la vérité sont difficiles. Parce qu'il y a toujours l'idée que la concurrence va et que derrière un historien, il y a un journaliste qui se cache, ou il cherche un scoop, bon, même si on leur explique, mais qu'importe. Et puis alors, il y a des points aveugles, ce que vous avez expliqué. C'est-à-dire le fait que les entreprises ou les dirigeants d'entreprises ne sont pas conscients qu'ils sont à la tête d'une communauté diverse de travail, où il y a des salariés, où il y a des sous-traitants, où il y a des consommateurs, où il y a des associations qui sont liées, où il y a des œuvres sociales, où il y a tout un monde autour de l'entreprise qui n'est pas seulement la stratégie de l'entreprise. Donc c'est trois questions assez différentes, mais on voit bien que c'est un rapport avec la vérité parce que c'est peut-être ce qui peut éventuellement gêner, du point de vue des chefs d'entreprise, le rapport à la vérité. Mais partant calme, la question est quand même compliquée. Et je dirais que pour les historiens, le rapport avec les entreprises peut poser deux questions, même par temps calme, indépendant. Je vais donner quelques exemples quand même de périodes troublées, hein. Mais par temps calme, il y a deux maladies quand même du rapport à la vérité historique ou à l'histoire des entreprises qui menacent de contaminer les historiens. Ces deux maladies en T, qui sont en T, la lettre T, qui sont elles-mêmes voisines. C'est la téléologie et la tautologie. La téléologie, c'est-à-dire, au fond, des documents internes des entreprises, notamment issus des comités de direction, etc., donnent un peu l'impression que le passé ne s'explique que par ce qu'il contribue à former dans le présent. Hein. C'est-à-dire qu'on retient du passé ou on garde du passé ce qui est utile pour comprendre le présent. Mais avec un tri qui peut être excessif. Et donc qui est téléologique, c'est-à-dire que le passé devient, dès tout petit, tel dirigeant, etc., pensait déjà à fabriquer
certes, mais ce que vous expliquez, les anniversaires, on vous explique que de tout temps, les hommes, etc. Bon, voilà, donc c'est la téléologie, et ça nous guette, parce que c'est une maladie infantile, mais qui existe même chez des gens qui ne sont plus du tout juvéniles. Donc, voilà. La deuxième maladie, ce qui est peut-être encore plus grave, c'est la tautologie. Celle-là, elle est plus masquée, c'est-à-dire que beaucoup, au fond, de documents issus des entreprises sont construits sur le modèle de la success story ou de la failure, bon, c'est-à-dire que au fond, sont mis en évidence des critères de réussite ou des critères d'échec. Et alors, si l'entreprise se porte bien, c'est que c'est les critères de réussite, et si elle se porte mal, c'est les critères d'échec. Mais évidemment, puisqu'on l'avait dit à l'avance. Donc, si vous voulez, vous retrouvez ce que vous... Et alors, il y a quand même un certain nombre d'histoires d'entreprises sur commande qui ont épousé ce type de raisonnement. C'est-à-dire, bon, ils avaient trouvé les bons critères, donc c'est donc un succès. La preuve, ah oui, évidemment, puisque vous avez commencé par trouver les bons critères. Donc, à mon avis, c'est plutôt ces questions-là qui se posent par temps calme, plus que les trois questions que j'ai dit, bon, qui sont des questions un peu épineuses, de moments un peu critiques. Bon, je donne quand même trois exemples. Je suis pas aussi bon que Patrick, si, pratiquement, je ne sais pas. Pas encore. Pas encore, hein, c'est ce qui me semblait. Hein, comme ça, à vue de nez, je me disais que bon, donc j'ai une petite marge, parce que comme ça... C'était dans les exemples. Voilà. Alors, dans les exemples, je vais vous donner trois exemples un peu différents, mais qui portent sur les entreprises publiques. Premier exemple, il n'y a pas d'ordre hiérarchique. Oui, non, dernier point quand même. Dans les rapports entre historiens et entreprises, les historiens sont quand même tributaires des entreprises pour écrire l'histoire des entreprises. C'est-à-dire qu'ils sont quand même demandeurs. Ce qui fait que ça a quand même des relations. Là aussi, les relations ne sont pas simples. Hein, et quand vous êtes demandeur d'archives, vous êtes un peu... il faut, d'une certaine manière, se faire entendre, hein, se faire accepter. Donc, ça pose quand même des questions dans les relations initiales. Alors, il y a l'exemple, évidemment, caricatural, qui est la commande. La commande qui est vraiment payée, etc. Donc, où là, vous avez vraiment des difficultés pour garder une distance critique. Mais je dirais que ce n'est pas simplement ce problème-là de savoir. Là, par ailleurs, bon, la plupart des historiens sont un peu comme tout le monde. Ils sont quand même plutôt dans l'éthique, systématiquement dans la corruption. Hein, mais ils sont aussi soumis, au fond, au regard qu'on leur fournit, c'est-à-dire aux documents qu'on leur fournit, et parfois, comment construire une position critique par rapport à des documents, vous disiez, hein, notamment pour les entreprises privées. Mais je vous signale, c'est pareil pour les entreprises publiques. Hein. C'est-à-dire, quelles sont les ressources nécessaires pour que vous construisiez raisonnablement une position critique? Sur quoi vous appuyez pour relativiser, pour nuancer, pour éventuellement évoquer, au fond, d'autres facteurs qui n'apparaissent pas dans vos documents. Il en faut bien d'autres. Alors, on sollicite les banques, on sollicite les concurrents, on sollicite des observateurs extérieurs, on sollicite les chambres de commerce, on sollicite des documents de la presse financière. On sait bien comment faire, contourner. Certes, il y a des fois où c'est loin d'être évident. Il y avait un historien qui a tenté ça de façon assez remarquable, c'est André Guélin, quand il a fait faire deux ouvrages sur Michelin sans avoir les archives de Michelin. C'était relativement habile, mais on peut toujours dire qu'il n'a pas été au cœur de Michelin. C'est-à-dire qu'il est surtout, c'est les hommes et les femmes, mais c'est les travailleurs plutôt hein, de Michelin, que les dirigeants, que la stratégie de l'entreprise, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est pas simplement une question de mauvaise volonté ou de gens qui ne sont pas très rigoureux. C'est des problèmes fondamentaux qui, parfois, on ne peut pas justement inventer des ressources. Alors, deux exemples de questions période noire ou même période calme. Je vais donner un exemple de période noire et puis de période calme. Vous allez voir que même dans le deuxième cas, il y a autant de problèmes pratiquement que dans le premier. Ce n'est pas les mêmes. Bon.
je suis appelé à la fin du siècle dernier, donc à la fin des années 1990, donc c'était 99, hein, donc c'est quand même pas au début du siècle dernier, c'est à la fin, par le directeur général de la Caisse des dépôts, qui à l'époque s'appelait Daniel Lebègue, et qui, au fond, se trouvait avec un cadeau empoisonné, qui ne pesait pas très lourd dans sa stratégie quotidienne, mais qui quand même pouvait peser un peu sur l'image de marque de la Caisse des dépôts, qui était la contribution, la participation active de la Caisse des dépôts dans la spoliation des entreprises juives, c'est-à-dire que c'est la Caisse des dépôts qui avait consigné comme les consignations habituelles, donc les biens dits juifs à l'époque, hein, puisque c'était une définition raciste de Vichy, qui conservait donc ces sommes qui avaient été soustraits aux propriétaires dont on avait vendu les entreprises pour des raisons donc de politique de discrimination raciale française, puisque au fond l'initiative est quand même française, même si par ailleurs elle est chapeautée par les Allemands. Pendant toutes les années 90, un double mensonge a circulé parmi les historiens, et je dirais c'est un mensonge qui a été transmis par des gens qui n'étaient pas des menteurs. Le double mensonge, c'était un, il n'y a pas d'archives à la Caisse des dépôts, hein, ça a été répété un certain nombre de fois, et deux, la Caisse des dépôts n'a pas participé, n'a pas eu à voir avec les spoliations des biens juifs et de la politique antisémite. L'un de ceux qui a dit, et qui m'a dit, et qui a dit à tout le monde, c'est notamment François Bleclenet, hein, qui disait il n'y a pas d'archives. Et comme souvent dans des choses qui ne sont pas vraies, c'est d'autant plus précis que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on disait oui, il y a eu un incendie, je me souviens, il y avait le feu, etc. C'est juste, on ne donnait pas la longueur des flammes, enfin, vous voyez. Donc, on vous répétait des choses comme ça. Et beaucoup d'historiens ont pensé à ça. Et dans les années 90, maintenant on le sait, mais on ne le savait pas à l'époque, entre 90 et 99, à la Caisse des dépôts, on savait d'une part qu'il y avait des archives, et d'autre part qu'il y avait tout un fonds d'archives sur la spoliation des biens juifs. Et donc, au fond, les dirigeants, les services, la plupart des dirigeants ne devaient pas le savoir, on ne s'en occupait pas, mais en tout cas, les services qui étaient, eux, préposés à tout ça, ont laissé passer, etc. Et puis, en 99, le directeur général a dit, écoutez, non, il faut crever l'abcès, donc voilà. Donc, on va prendre des historiens, on fait un colloque et vous allez débroussailler. Donc, si vous voulez, il y a eu des attitudes qui peuvent être différentes. Mais là, on a, je dirais, presque quelque chose de caricatural. Bon, ceci étant, l'histoire n'était pas finie, parce que le jour du colloque, on s'est rendu compte qu'au fond, la Caisse des dépôts avait fait son travail en fonction de la loi, qui était elle-même antisémite, a consigné, bon, a joué son rôle habituel, bureaucratique, etc., que d'un certain point de vue, ça a été une bureaucratie différente du processus de spoliation à l'allemande, où ça s'est fait par vente aux enchères, dans une situation où on voulait mêler la population. Là, ça a été fait par une administration, un établissement public, etc. Il n'empêche que c'est un rouage de la politique de spoliation. Mais au fond, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas dans les papiers qui circulaient sous l'occupation un zèle excessif. En revanche, il n'y avait aucun freinage, hein, il n'y avait aucun état d'âme, mais il n'y avait pas de discours antisémite. Et en revanche, on s'aperçoit que c'est en 1945, quand il s'agit d'indemniser, ou de réparer, ou de restituer, ou tout un débat là-dessus, etc., que là, on voit apparaître chez certains dirigeants un discours antisémite. Et quand on dit ça le jour du colloque, ça fait un peu, bon, certains des dirigeants. Donc vous voyez, on a en permanence des rebonds. Mais on est dans une situation caricaturale. Je prends un autre exemple, je ne serai pas trop long, qui lui se fait en période calme. Pareil, au siècle dernier, au début des années 90, je fais un ouvrage sur l'histoire de la RATP. Donc 89, 90, quand arrive le blanc. Et puis, donc je laisse les choses, ouvre, je trouve des archives,
laisse très librement, donc c'est plutôt un bel exemple de rapport intellectuel intéressant, mais il faut dire qu'il y avait une histoire avec Réseau 2000, avec l'éditeur Gon, avec, je veux dire, il y avait aussi des sociologues à l'intérieur et des sciences humaines à l'intérieur de la RATP, où il y avait une longue tradition de respect mutuel, etc., etc. Et puis 10 ans plus tard, autre commande sur l'histoire des transports urbains, sur les grandes décisions en matière de transport urbain. Là, ça se fait en période calme, hein. Ça se fait en 2000, 2002, je ne sais plus. Généralement, Patrick connaît mieux ma chronologie que moi. Oui, parce que j'y étais associé. Donc, voilà. Donc, en plus, il sait mieux les dates que moi, donc il saura vous dire si vous voulez. Et on fait les grandes décisions à trois, hein, Dominique Larocque, Pierre Zandry et moi. On se partage 150 ans de transport urbain et on essaie de définir quels ont été les moments où les grandes infrastructures ont précédé la demande, si vous voulez. Et il n'y en a pas 36, là. Et c'était à l'époque Jean-Paul Bailly, hein, donc vous connaissez qu'après cheminé à la Poste, etc. J'ai retrouvé le comité d'histoire de la Poste, vous êtes encore là. Et donc, au fond, bon, les grandes décisions, alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le métro, puis il y avait le RER, voilà, on avait dit, il y avait 1900, 1960, quoi, qui sont des choses qui anticipent, c'est les rares moments où on anticipe. Actuellement, on court après la demande, hein. Il n'y a pas assez de bus, il n'y a pas assez de transport, c'est pour ça que c'est encombré, etc. Mais il y a eu des moments où on a anticipé. Mais évidemment, comme il y avait, dans les grandes décisions, il n'y avait pas Jean-Paul Bailly, il n'y avait pas les années 2000, alors qu'ils avaient fait Météor quand même, donc ils trouvaient que c'était quand même... Donc vous voyez, on est confronté à... Donc ils n'étaient pas contents, alors ils n'ont pas empêché le manuscrit mais on a discuté, on présentait quand même le manuscrit, enfin vous voyez, vous connaissez ce genre de truc. Donc on avait des rapports, puis après, quand il a fallu diffuser, bon voilà, enfin... Donc vous voyez, c'est pas simplement une question critique sur des mensonges particuliers, ça peut être vraiment sur une approche elle-même. Bon, nous, notre perspective, c'était la longue durée. Hein, c'était d'expliquer que dans l'histoire des grandes infrastructures, en général, l'offre court après une demande qui est excessive et qu'on n'arrive pas à satisfaire, sauf à certains moments où on anticipe. Alors peut-être que le Grand Paris, là maintenant, là on est, vous voyez, peut-être que c'est ça, mais on a... Et puis je prends un dernier exemple, j'ai fini, pour voir un peu des... Je suis désolé, mais ça ne va pas être long, ça va pas être long. Ça va pas être long. Un exemple assez rigolo, si je puis dire, d'inattendu. Une grande entreprise qui est la SNCF colloque en 2000, Patrick connaît aussi, et en pleine affaire Schechter, etc., c'est-à-dire le fait que les wagons de la SNCF ont servi à la déportation et que ces wagons ont été facturés à la SNCF jusqu'au-delà de la libération, etc., etc., etc. Donc, question. Et moi, je suis chargé, en bon spécialiste d'histoire économique, apparemment, je m'occupe de choses qui ne sont pas trop... oui, qui ne sont pas trop sulfureuses, et quand même, j'essaie de calculer quel a été le trafic pour compte allemand de la SNCF. Et j'arrive à quelque chose qui tourne autour de la moitié, un peu plus, un peu moins, ça varie un peu, enfin bon, je passe les détails, hein. Mais grosso modo, c'est ça. Et c'est-à-dire que je dis, ce qui me paraît mal, c'est qu'il n'y a pas une entreprise qui a plus servi pour l'effort de guerre allemand que la SNCF. Et par ailleurs, non, mais c'est vrai. J'ai pas dit que c'était faux, j'ai juste dit que c'est une information. J'ai dit ça en présence, à l'époque, c'était gallois. Mais j'ai dit par ailleurs, attendez, j'ai pas fini ma phrase, j'ai dit par ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'entreprises où il y a eu autant de résistants. Voilà, c'est ça la vérité. Hein, c'est deux faces, mais alors l'une n'efface pas l'autre. Hein. Vous voyez? Vous avez 500 000 salariés, statistiquement, vous avez des chances d'avoir plus de résistants que d'autres. Ouais, mais enfin, quand même, il y en a qui ils ont quand même payé le prix fort. Donc, voilà, j'ai quand même... Alors, je me suis fait traiter de collabo par le petit-fils d'un dirigeant de la CGT. Et ce qui était étonnant, c'est que c'était des gens de la CGT qui défendaient l'entreprise, qui défendaient les dirigeants d'entreprise
qui ont été, alors là, c'est bien clair, des collaborateurs de Vichy, hein, qui ont été vraiment aux ordres de Vichy avec un ministre, même Berthelot, etc. Et il y avait le sénateur communiste de premier rang, du Colonnet, qui m'a regardé puis qui m'a dit laissez, c'est pas grave. Bon, vous voyez, mais puis ça m'a rajeuni, c'était plutôt rigolo, quoi, que je sois traité de collabo. Mais vous avez un bel exemple. Et c'est pas pour dire que, vous voyez, la réalité est complexe, etc. Oui, elle est complexe, mais il faut quand même prendre position. Et j'ai pris position doublement. C'est-à-dire dans un sens, mais en signalant qu'une entreprise, c'est une structure complexe, en particulier à la RATP, et pendant le même temps que les dirigeants, au fond, signaient des contrats avec les Allemands, y compris pour des choses qui étaient peu honorables, vous aviez des cadres, des cheminots qui résistaient, etc., etc. Donc voilà, avec ces exemples, je pense qu'au fond, on va dans le même sens que ce qui a été dit, mais en ajoutant des éléments, en particulier aussi par Tankal. Merci beaucoup. Là, en écho, j'ai envie de poser la même question à Jean-Philippe, mais en mettant de la même manière qu'on a mis un accent avant sur les multiples vérités, sur le rôle de l'historien, sur la position de l'historien. J'ai envie de mettre l'accent, mais tu as le droit de me dire que tu veux parler d'autre chose, que tu en as déjà parlé hier, mais on a évoqué la période noire, le secret, le point aveugle. Je trouve que ce serait intéressant de parler de la question de l'oubli et de la question du mensonge, de revenir là-dessus. Tu nous en as donné quelques exemples hier, et ça serait intéressant, mais et plus largement aussi sur cette question de la vérité et de la vérité historique des entreprises. Mais je trouve qu'il y a un écho fort par rapport à ce que tu présentais hier. Oui, merci. Merci aussi de m'avoir invité. Alors, je commence à entrevoir ce que c'est que la longue durée, en écoutant mes prédécesseurs, et dont je parlerai beaucoup moins, je pense, parce qu'on a le temps. Alors, moi, je ne suis pas historien, je suis, en matière d'histoire, un sympathisant non pratiquant. Donc, voilà, même si j'ai participé, y compris avec Patrick Fridanson, à un ouvrage sur l'invention de la gestion, mais ce qui m'a plutôt toujours intéressé, c'est les manières de penser, et donc des aspects un peu épistémologiques. Alors, quelques remarques par rapport à ce qui a été dit, et je vais en profiter pour répondre aussi, Johan, à ta requête. La première remarque, c'est qu'il y a quand même un écart de perspective entre le dirigeant d'entreprise, ou les dirigeants d'entreprise et l'historien. Le dirigeant d'entreprise, lui, il est effectivement confronté à une temporalité, mais qui est une temporalité du présent et du futur, sur laquelle il va être jugé, dont dépend son avenir, dont dépend sa réputation, dont dépend, qui engage toute sa responsabilité. Et alors que l'historien, lui, il va chercher à rendre compte de ce qui s'est passé sur une temporalité plus ou moins longue, et avec des enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes, qui sont presque, je dirais, disjoints. Alors qui peuvent être conjoints, comme dans l'article qu'a publié Ludovic, sur le fait qu'on peut retrouver dans le passé quelque chose que l'on va utiliser comme une ressource stratégique historique pour le présent et pour l'avenir. Donc il y a des points de jonction. Alors, l'autre point de jonction, et ça sera mon deuxième point, Patrick Fridanson a parlé de la comptabilité, des doubles ou triples comptabilités. Mais toute comptabilité est histoire. C'est une histoire de flux dans une temporalité donnée qui va être trimestrielle, semestrielle ou principalement annuelle. Et donc, c'est une histoire, et on sait bien que cette histoire-là, elle pose tout un tas de questions. Mes collègues de comptabilité ont l'habitude de dire qu'un coût est une décision. On a tendance à considérer qu'un coût est une réalité, et en fait, pour eux, c'est une décision, c'est-à-dire une manière d'imputer telle ou telle chose. Alors, il y a des choses qui sont très facilement, je dirais, objectivables dans une comptabilité, et puis dès que vous êtes sur des imputations de frais de structure, etc., vous êtes sur des domaines sur lesquels la notion même, je dirais, de vérité, non pas qu'elle soit remise en cause, mais elle devient caduque. Ça va être plus ou moins adapté à telle ou telle perspective, plus ou moins en ligne avec des règles, des régulations, etc. Et donc, on a dans la notion de comptabilité, finalement, une pratique de l'histoire qui ne va pas chercher à être du côté de la vérité, mais qui va être, par exemple, du côté de la fidélité. On va attendre des comptes qui soient fidèles, et qui garantissent, je dirais, une image fidèle de l'entreprise.
l'injustice. Mais c'est une image fidèle. Donc ça veut dire aussi que cette notion de vérité, en fait, si on ne s'en sert pas, c'est pas obligatoirement qu'on la nie en tant que vérité. Donc moi je suis pas, effectivement, je suis pas un adepte de Hayden White ou de Paul Venn quand il dit que l'histoire est un roman vrai. Mais en revanche, dès qu'on est dans les domaines financiers et comptables, la notion d'une exactitude d'un compte est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et si vous travaillez dans l'univers bancaire, j'ai pas mal travaillé dans les univers bancaires, l'appréciation des provisions à mettre pour des contentieux potentiels, pour les amendes éventuelles que les États-Unis peuvent vous mettre parce qu'ils trouvent que du jour au lendemain, telle ou telle activité est illégale, et dans toute illégalité, ils peuvent trouver les activités des autres illégales, vous amène à mettre des provisions X ou Y, et donc finalement, les chiffres que vous donnez sont aussi liés à un contexte, à un environnement, à un moment donné, et cet environnement peut être fugace. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas d'un côté une réalité dont on pourrait dire une vérité, mais on a une réalité qui elle-même est fugace. Sans parler, je dirais, de la self-fulfilling prophecy de Merton, c'est-à-dire la prophétie autoréalisatrice. Et on sait bien sur les marchés de bourse, sur le marché financier, si tout le monde dit que quelque chose va baisser, tout le monde va vendre et la chose va baisser. Que ce soit une monnaie, que ce soit un cours de bourse. Donc, nous sommes dans des univers où la notion d'appréciation de vérité, je dirais, elle échappe un petit peu à une réalité. C'est pour ça qu'il y a un concept auquel je commence à m'intéresser, mais j'en parlerai très, très brièvement, mais qui est la notion de true enough, c'est-à-dire de suffisamment vrai. Et quelque chose qui, évidemment, qui me renvoie personnellement à Bernard Williams et la truthfulness de Bernard Williams. Maintenant, je voudrais parler du mensonge. On parle de la vérité, etc., fort de vérité, vérité pour les historiens. Mais l'entreprise est aussi lieu de propagande, au sens propre du terme. Là, je fais référence à Propaganda de Bernays. Bernays est quand même le double neveu de Freud, à la fois par sa mère et par son père, parce que son père était le frère de Madame Freud et sa mère était la sœur de Freud. Et Bernays, qui a écrit dans les années 1910-1915, je n'ai pas la date en tête, mais un livre s'appelle Propaganda. Il a vécu aux États-Unis, enfin il a émigré très tôt aux États-Unis, il a vécu aux États-Unis. Il a commencé à travailler à la fois pour des institutions publiques et privées. Il semblerait, alors là il faudrait vérifier au point de vue historique, mais il se targue d'avoir travaillé pour le gouvernement américain, pour aider le gouvernement américain à rentrer dans la guerre de 14-18, parce que finalement la population américaine, dont une large partie d'ailleurs était d'origine allemande, en tout cas une partie non négligeable, etc., n'était pas tellement intéressée par ce conflit un peu lointain. Et donc il y a eu tout un travail de manipulation de l'opinion publique qui a été fait. De la même façon, il explique très bien que pour American Tobacco, ils se sont aperçus que les femmes ne fumaient pas, et donc ils ont mis en scène tout un dispositif avec des femmes, je dirais, qui étaient un peu des porte-paroles ou des femmes médiatiques, pour les convaincre de fumer, pour que ce soit repris dans la presse et pour que finalement les femmes fument. Et ce qui a permis à American Tobacco, semble-t-il, de multiplier son chiffre d'affaires. Donc, il y a chez Bernays un désir qui est très intéressant parce qu'il se sert un petit peu des usages de la psychanalyse, des usages de la psychologie, un désir finalement de maîtriser, de conduire l'opinion publique au service d'une entreprise ou d'un état-major et sans aucune réflexion éthique. Il a un seul souci d'efficacité. Dans les hauts faits qu'on lui impute aussi, il y a des coups d'État au Guatemala pour changer le gouvernement qui ne convient pas à l'État américain. Et donc on est dans quelque chose qui va être intéressant parce que la propagande, c'est quelque chose qui va se retrouver dans le lobbyisme, qui va se retrouver dans la communication institutionnelle avec des dispositifs. Et on a parlé avec des étudiants qui avaient suivi des formations de communication, ils me disent « Ah oui, mais Bernays, c'est vraiment le b.a.-ba
de ce que l'on apprend du côté de la communication. Il paraît d'ailleurs que Goebbels était un grand lecteur de Bernays et que Bernays en était très fier. Il est mort d'ailleurs à peu près centenaire, extrêmement tard, et avec toujours une totale indifférence éthique à ce qu'il avait fait et aux conséquences de son livre et de son travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que, et là, d'un point de vue philosophique, la perspective pragmatique que l'on peut avoir si on considère avec certains, et Rorty est, je pense, assez intéressant là-dessus, que le pragmatisme était finalement la philosophie d'État américaine à partir, je dirais, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ce pragmatisme, où les choses vont se voir dans l'action, réussir dans l'action, être évaluées dans l'action, le pragmatisme peut aussi ouvrir la porte à des pratiques qui vont être des pratiques de propagande et qui sont dans une suspension éthique absolue. Et cette suspension éthique fait que, là aussi, on ne va plus convoquer la notion de vérité. Ce qui va être intéressant, c'est l'action, de réussir l'action. Que ce soit d'arriver à faire convaincre les individus américains de rentrer dans la guerre de 14-18, ou que ce soit de convaincre les femmes de fumer. Alors, après, tu posais la question du secret. Il y a plusieurs choses sur le secret. Évidemment, l'entreprise, j'en ai déjà parlé un petit peu hier, le secret peut abriter, je dirais, une mémoire encombrante. On ne va pas parler de ce que l'on a fait pendant la guerre, L'Oréal ne va pas trop communiquer sur le fait que l'essentiel de la famille de l'oncle et de la cagoule a été embauché en Espagne dans l'après-guerre, parce que dans l'Espagne franquiste, au moins, ils se sentaient plus à l'aise. Et sur le site de L'Oréal, je ne crois pas que vous allez trouver grand-chose là-dessus, même si c'est une information absolument banale. Donc il y a dans le secret ou dans le non-dit ou dans le non-communiqué quelque chose qui permet d'évincer. Mais il y a aussi, de façon beaucoup plus classique, le secret industriel, le secret des affaires. Le pneu à carcasse radiale pour Michelin, la formule du Coca-Cola soi-disant pour Coca-Cola, etc. C'est-à-dire quelque chose qui devient une sorte de puissance mythique, d'autant plus puissante qu'elle est cachée. Et donc là, c'est quasiment une sorte de secret et de sacré d'entreprise qui existe. Et finalement, si la chose est dévoilée, eh bien, toute l'entreprise peut être mise à mal. Mais le secret, c'est aussi le secret de l'arnaque. Il y a un cas très intéressant avec lequel je travaille avec un doctorant, qui est le cas de Theranos. Theranos est une start-up américaine qui a levé quand même 9 milliards de dollars avec un très beau tour de table et qui se proposait de faire des analyses sanguines très rapidement à partir d'un micro-prélèvement sur le doigt, etc. Et l'argument qui était derrière, c'était qu'il y avait un processus révolutionnaire, une technologie révolutionnaire qui allait finalement tout changer sur le marché de l'analyse sanguine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment donné, ce directeur financier a commencé à être une sorte de lanceur d'alerte, de whistleblower, c'est-à-dire qu'il a commencé à dire, en fait, il n'y a pas de technologie. Alors il a été viré rapidement par la femme qui dirigeait Madame Holmes qui dirigeait cette boîte, et puis il y a des journalistes à l'américaine qui ont commencé à se poser des questions, à vérifier, puis il y a eu d'autres fuites, et bref, il est apparu qu'elle utilisait très bêtement des machines Siemens, etc., et qu'en fait il n'y avait pas du tout d'innovation technologique. Et donc la boîte s'est effondrée, elle a été condamnée, donc on est dans quelque chose qui est vécu maintenant comme une escroquerie, mais qui était une escroquerie qui a pu, je dirais, continuer pour deux raisons. La première, c'est parce qu'effectivement, elle a utilisé un secret, et le secret comme étant légitime, le secret des affaires, le secret d'une technologie, le secret de quelque chose que l'on a et que les autres n'ont pas et qui devient un avantage concurrentiel, pour reprendre des termes de stratégie. Mais l'autre chose qui me paraît intéressante, c'est, et là je reprendrai les grilles d'analyse de Nathalie Lucas, qui est une anthropologue du fait religieux de l'EHESS, où elle explique bien que dans le croire, il y a une rencontre entre du faire croire et du vouloir croire.
Et il y a d'un côté, effectivement, il y a bien Madame Holmes qui ment et qui va faire croire avec tout un dispositif, etc. Mais elle rencontre en face d'elle des gens qui veulent croire, hein, des investisseurs auxquels on dit que ils ont de la chance de pouvoir participer à ce tour de table, qu'ils vont en bénéficier, etc., que ça va être extraordinaire et que finalement ce sont des happy few. À peu près de la même façon que Madoff créait un sentiment d'élection auprès des gens dont ils prenaient l'argent, hein, en leur disant qu'ils étaient des élus. Ils l'étaient d'une certaine façon, hein, mais d'une façon peut-être crypto-marxiste ou autre, mais en tout cas ils étaient élus, hein, ça c'est vrai, et en tout cas ils n'ont pas toujours été contents d'avoir été élus. Et en tout cas cette élection, cette forme d'élection entraînait ce vouloir croire. Puisque les gens se précipitent, il y a du mimétisme girardien là-dedans, puisque c'est désiré par tout le monde, alors ça doit être quelque chose de bien, et si moi je suis élu, c'est extraordinaire, et donc on y va. Donc, petit mot en conclusion, et par rapport à ce qui a été dit du point de vue de l'histoire. On est confronté effectivement dans les perspectives historiques, et pour l'histoire de l'entreprise, à cette articulation entre la vérité de l'interprétation et l'interprétation de la vérité. Quelle est la vérité de l'interprétation des faits qui se sont passés? Les différents faits qui se sont passés, et en fonction des informations plus ou moins manquantes que je peux avoir, ça peut donner lieu à différentes interprétations. Et effectivement, l'organisation, l'entreprise, qui à la fois est submergée d'informations, mais qui n'a pas obligatoirement beaucoup de traces de ces informations et de ces débats, oblige aussi à une histoire presque indiciaire à un certain moment, ou en tout cas à une histoire peut-être hypothétique, hein, et scénarisée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé. La deuxième chose, c'est que, et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui me paraît importante, et qui peut aussi expliquer les réticences à publier, c'est que l'organisation est un lieu de réputation. Et la réputation, on sait bien que c'est quelque chose qui peut conditionner l'activité future, à la fois le cours de bourse comme le chiffre d'affaires. Et donc, tout ce qui peut être attentatoire à la réputation peut être reproché aux dirigeants. Hein, et comme je l'avais souligné hier, comme on l'a souligné dans un article avec Ghislain Deslandes, on peut demander aux dirigeants à la fois de dire le vrai, et il faut qu'ils le disent, mais en même temps on peut lui reprocher de dire le vrai, si ce vrai peut entacher la réputation de l'organisation. Et donc le dirigeant est dans une situation qui est elle-même ambivalente par rapport à un discours de vérité, que ce soit sur son action ou que ce soit sur son histoire. Merci beaucoup. Alors j'ai plusieurs questions, mais elles nous emmèneraient largement au-delà de 18h30. Avant de, si vous n'avez pas de questions, je poserai les miennes. Mais vu que j'ai déjà pu relancer, je voudrais ouvrir à la salle un peu s'il y a des réactions ou des questions sur ce sujet. « 18h le vendredi, c'est toujours... Je reprenais le champ des histoires populaires, en fait. Est-ce qu'il y a aussi, en matière d'histoire d'entreprise, un courant ou des essais d'histoire populaire, tel qu'on peut le voir se distinguer au niveau d'un pays, comme l'histoire populaire de la France, une histoire populaire du monde ouvrier, actuellement. Alors ça a été évoqué à travers peut-être il y a un angle en fait, qui était présent, hein, c'est vous avez évoqué les points aveugles avec la communauté, les parties prenantes, les salariés notamment, les consommateurs. Est-ce que ça c'est quelque chose c'est un axe de méthode qui se développe en histoire de l'entreprise? Ces angles morts, quoi, en fait, quelque part, travailler les angles morts. Ce n'est pas une question à laquelle il est facile de répondre, honnêtement. Je veux juste avoir... Ça va être long. Comment? Donc ça va être long. Non. Mais je veux juste avant évoquer un autre exemple qui prolonge ce qu'ont dit mes collègues.
puisqu'on a parlé de la spoliation des Juifs. Les historiens ont, pendant des années, repris par la télévision, fait un éloge extraordinaire de Rose Vaillot, qui était une des conservatrices du Louvre, qui a réussi à cacher un certain nombre de tableaux et à les faire échapper aux mains allemandes. Très bien. Et ça a été le discours qui a été très fort et qui montre que à l'intérieur d'une organisation contrainte, il peut y avoir des minorités de progrès qui essayent de contrarier la dictature qui s'abat sur les musées de France. Bon. Et puis, il y a une historienne américaine qui a fait sa thèse il y a 5 ans et qui est partie du point de vue complètement inverse, qui est qu'est-ce qui est arrivé aux tableaux spoliés par les Allemands, tableaux des Juifs. Et elle a montré que, au moment où est intervenue la libération, toute une partie de ces tableaux se trouvaient entreposés dans des musées français et que les conservateurs français, une fois la libération intervenue, ont tout fait pour que ces tableaux ne reviennent pas dans les mains de leurs propriétaires. Cette thèse s'est heurtée dans le chemin même de la recherche. Elle a aussi été la plus grande des archives des musées de France, des archivistes, des dirigeants, et rien, absolument rien, n'a été fait pour la traduire. Donc c'est juste pour dire que ce qui fait écho à ce que dit Michel, non seulement le point de vue change, ce qui est normal, mais le public n'est pas en lui-même une garantie par rapport au privé. Alors maintenant, vous avez 2 éléments de réponse à votre question. Premier élément, il y a eu une histoire critique qui a été extrêmement populaire, notamment dans la période, en gros, 1890-1939. C'est une histoire qui a présenté les entreprises comme étant dirigées par des barons pillards. C'est-à-dire que les entreprises étaient des prédatrices des besoins populaires, besoin de communication, besoin d'avoir de la nourriture de bonne qualité et à des prix raisonnables. D'une certaine manière, cette histoire critique n'a jamais cessé aux États-Unis. Et il y a encore des traductions qui sont, pour prendre cet exemple-là, ressuscitées par les éditions Agone. Et moi, je suis à l'heure actuelle complètement enthousiasmé parce qu'il y a un livre de journaliste soviétique, Ilya Ehrenburg, contre Citroën, qui s'appelle 10 chevaux vapeur, paru en français en 1930, qui vient d'être réédité par un tout petit éditeur suisse, et le nom de l'éditeur ne s'invente pas, édition Héros, H-E-R-O-S, limite. Bon. Donc il y a une tradition critique populaire de masse et qui n'est pas seulement une tradition de gauche, elle existe aussi ailleurs. On est aujourd'hui avec 2 hypothèses différentes. L'une, c'est ce que Ludovic a présenté de manière très très claire, c'est ce qui est appelé l'histoire du capitalisme. Et là, la première opération, ça consiste à réintégrer l'esclavage comme étant une activité non seulement entrepreneuriale, mais capitaliste normale. Donc c'est exactement ce que Ludovic a dit. Mais vous avez une deuxième initiative dont le livre de Sven Beckert sur le coton est la plus proche. C'est-à-dire, et c'est aussi une variante de l'histoire du capitalisme, vous faites l'histoire d'un bien de tous les jours et vous présentez tout ce à quoi le coton peut servir aujourd'hui. Et vous remontez dans le temps
vous allez jusqu'à l'esclavage propagé par les marchands arabes au 9e, 10e siècle. Vous repassez par l'Afrique, par les États-Unis, et vous montrez que le coton, c'est la globalisation. Vous avez des dynasties d'entreprises, vous avez toute une presse financière autour du coton, et puis vous avez les esclaves ou les ouvriers des plantations dans différents pays du monde. Donc, pour moi, c'est quand même une réponse, parce que ce livre a vendu en l'espace de 2 étés, et c'est un livre avec des notes, une bibliographie, mais écrit comme le fait Michel Zancarini-Fournel, pour prendre cet exemple-là, ou Gérard Noiriel, écrit de manière à être lu. Eh bien, en 2 ans, et même si c'est les États-Unis, ne croyez pas que la plupart des ouvrages des historiens américains se vendent comme des petits pains, il y a eu 70 000 exemplaires vendus. Donc, et ça, moi ce que je considère, c'est que, et ça ma dernière remarque, c'est encore plus difficile de faire ce type de travail, parce qu'il y a des éléments qui ont tous été évoqués. Il y a toutes les questions de l'écriture, il y a toutes les questions du récit, il y a toutes les questions visant à savoir ce qu'on écarte, si on dit ce qu'on ne sait pas, et en même temps, il y a une interprétation sous-jacente, mais une interprétation qui est clairement énoncée, c'est-à-dire ça ne trompe pas sur la marchandise, mais je garantis que lorsque ce livre est sorti en 2014, il a trouvé des lecteurs chez les électeurs républicains, parce qu'il donne un ensemble qui n'a jamais été atteint précédemment. Mais cet ensemble est lui-même, à la fois en soi et délibérément, forcément incomplet. Et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Sur l'histoire populaire, juste avant de reprendre notre question, juste sur l'histoire populaire, si vous avez... Non? Oui, sur... Les historiens, comme les autres, sont soumis à des clivages, à des murailles de Chine, hein, parfois qui séparaient l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire politique, etc. etc. Et l'histoire d'entreprise, quand elle apparaît de façon, disons, plus massive en France tardivement, c'est-à-dire dans les années 90, quoi. Enfin, il y a eu avant. Enfin, oui, il y a eu le Crédit Lyonnais, il y a eu quelques autres, mais ils apparaissaient vraiment comme un peu à part. Et par ailleurs, même le Crédit Lyonnais, si on prend Jean Bouvier, qu'on est plusieurs ici, et en particulier Patrick, à respecter, à admirer et à toujours citer, hein, ce qui intéresse Jean Bouvier dans le Crédit Lyonnais, il ne vous dira rien sur les salariés du Crédit Lyonnais, hein, vous n'apprendrez rien sur Et pour autant, son souci est un souci critique, c'est-à-dire de nous montrer en quoi les dirigeants du Crédit Lyonnais participent justement de la conjoncture de l'époque capitaliste, et comment en période de profit élevé ils s'y retrouvent, comment en période de régression ils limitent les dégâts, voilà. Donc c'était pas les questions posées, c'est-à-dire que quand même l'histoire d'entreprise a été une histoire plutôt des dirigeants des entreprises, du fait des sources, mais aussi du fait du rattrapage, parce que pendant longtemps on n'avait pas beaucoup questionné justement l'histoire patronale. Hein. Mais je vous ferai remarquer qu'on peut être autant critique et on peut s'occuper autant des dominés, comme on dit maintenant, quand on voit l'histoire par le haut. Hein? Le fait qu'on la regarde par le bas n'est pas la garantie qu'on fait la meilleure histoire pour les dominés. Parce que les dominés ont peut-être intérêt aussi à savoir comment ça se passe chez les dominants. Et donc c'est aussi intéressant de la voir par le haut. Vous voyez ? Donc il y a des débats sur cette histoire, l'histoire populaire. Est-ce que c'est en faisant l'histoire des classes populaires qu'on éclaire le mieux la situation des classes populaires,
Je dirais simplement, moi, j'en suis pas sûr. Donc, Yvon Péqueux, en épistémologie, dans son bouquin d'épistémologie avec Alain Charles Martinet, parle aussi de théorie des organisations, en haut, en bas, dedans, dehors. En affirmant aussi cette chose-là, que c'est pas parce qu'on est en haut qu'on n'est pas critique, et c'est pas parce qu'on est en bas qu'on est forcément en train de servir les masses. C'est pas si simple. Oui, par rapport à ce que vous avez évoqué, vous avez parlé de l'action de la vérité et du mensonge. Et donc là, on est dans un domaine scientifique, en tout cas, les historiens cherchent à l'être. Et en fait, si on prend, il y a un peu de critères finalement pour savoir est-ce qu'une vérité est reconnue. Alors, vous avez peut-être différents exemples par rapport à ça. Et en fait, finalement, plus que la science, qu'est-ce qui va permettre de dire qu'une vérité est reconnue, etc. Ça va être plus finalement son enfin, est-ce qu'elle est reconnue majoritaire, finalement c'est plus son degré de diffusion. Donc finalement, plus que la science, c'est les médias qui déterminent qu'est-ce qui donne la vérité. Parce que si vous êtes un petit scientifique génial, mais même qui a été éventuellement même publié dans une revue inconnue, et donc pas du tout, on va dire, diffusé par les médias, ben en fait, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, enfin, vous pouvez parler de celui-là, on va considérer que ce que vous dites c'est faux, ou que c'est farfelu, etc. Et donc, une fois que c'est en gros passé à la télé, là ça devient une vérité reconnue majoritaire. Finalement, le critère plus que le critère de scientificité, même si c'en est un pour la science, c'est finalement plus le critère de diffusion qui devient la vérité. Pour terminer par rapport à ça, finalement, il y a un peu deux critères. Il y a la vérité, on va dire, par la diffusion, et puis la vérité par la preuve. La preuve, c'est relève de la science, mais les médias, finalement, c'est quand même d'abord eux qui font en gros le bouton sur la vérité. Est-ce que c'est passé à la télé ou pas, en fait, on pourrait dire comme ça. Alors, oui, sur l'impact des médias, il y aura effectivement beaucoup à dire. La question que vous posez sur le fait que quelque chose puisse être vrai mais ne pas être connu, c'est quelque chose qui intéresse l'histoire des sciences et la philosophie des sciences depuis longtemps. Dans le livre de 1958 de Thomas Kuhn sur la révolution copernicienne, il y a justement l'idée que la théorie de Copernic, elle existe chez Aristarque de Samos, 3e siècle après Jésus-Christ, donc à une période très ptolémaïque. Et cette théorie, qui est excellente, qui est à peu près celle de Copernic, elle ne va pas être reprise, elle ne va pas avoir de diffusion. D'où la vision un peu politique sur la diffusion de la science qu'il y a chez Thomas Kuhn, cette idée de révolution scientifique, et l'idée qu'il ne suffit pas d'avoir raison, d'être dans le vrai, pour que le vrai s'installe. Là, il se situait dans un débat face à Popper, qui avait une vision, je dirais, beaucoup plus, rationaliste, de la science comme une vérité, ou en tout cas, quelque chose qui se rapproche de la vérité, et qui s'impose de soi. Du côté d'autres éléments comme le monde de l'organisation, le monde des entreprises, la notion de vérité, comme on l'a vu, elle est déjà plus vaste et plus diffuse. Et déjà, elle a aussi été nuancée, par exemple, dans les théories de Simon sur la rationalité limitée. Un dirigeant d'une grande entreprise n'a pas une connaissance de toute son organisation. Il a des biais cognitifs, il a une connaissance parcellaire, et donc il va prendre non pas une décision optimale en fonction de ce qu'il pourrait tous savoir, mais une décision satisfaisante en fonction, je dirais, d'un comportement qu'on appelle dans cette théorie-là séquentiel satisfacteur. Et donc, finalement, dans cet univers de connaissance de l'information, qui est une connaissance parcellaire, eh bien, la circulation d'informations va avoir un impact pour diffuser ou au contraire fausser l'information. C'est quelque chose qui a été un vrai enjeu au XIXe siècle, quand on a commencé à créer des lois pour protéger l'appel public à l'épargne, pour protéger contre toutes les arnaques qui pouvaient se faire à droite à gauche, parce que effectivement la réputation, la publicité peut créer une image positive qui va pousser les gens à investir, mais peut-être prendre des risques extraordinaires. Donc le contrôle de la médiatisation de l'information financière, c'est un enjeu depuis 2 siècles, et il n'est pas nouveau. Alors peut-être que ça se radicalise de nos jours, là il faudrait réfléchir, mais effectivement il y a quelque chose qui est de cet ordre, c'est-à-dire que effectivement la médiatisation, la communication de l'information n'est pas
obligatoirement une communication de la vérité. Et c'est pas parce que l'information aussi est très diffusée qu'elle devient vraie en tant que telle. Hein, on sait bien qu'il y a, voilà, y compris sur la deuxième guerre du Golfe, il y a eu des informations fausses mais qui ont été divulguées. Et là, on reste dans la propagande, on reste dans du Bernays. Juste un complément. Dans cette problématique de vérité, il y a un problème de format et de précision. Je m'explique avec un exemple concret. Parce que vous dites que si c'est dans les médias, si c'est partout, ça devient vrai. En fait, on a fait un travail pour Pierre Fabre il y a plusieurs années d'histoire très précis à partir des archives, ouvert les archives très larges. Et avant-hier, je suis allé sur le site web, parce qu'ils ont refait le site web, je suis allé dans la partie histoire, évidemment. Et donc, dans la partie histoire, il y a marqué qu'en 1962, M. Pierre Fabre a inventé un vénotonique qui était à l'origine de la fortune de l'entreprise. Alors, effectivement, ce vénotonique a fait des ventes énormes, jusqu'à aujourd'hui, si les gens lourds, il y a des chances que vous l'achetiez. Il ne l'a pas inventé. En fait, il a racheté un médicament qui existait déjà sous un autre nom, un pharmacien, rue du Bourg-Thibourg. Ce médicament était sorti en 1937 et il l'a juste reformulé. Bon. Ça n'empêche pas Pierre Fabre d'être un génie du marketing. C'est en le mettant dans une ampoule qu'il a fait un succès. Mais c'est une histoire trop compliquée. Et le problème des historiens, c'est qu'ils répondent toujours aux gens d'entreprise « Ah oui, mais c'est plus compliqué que ça ». Et c'est pas une réponse qui peut satisfaire la demande, en fait. C'est-à-dire la demande, c'est un format un peu simple pour que tout le monde comprenne, et un message. Donc le problème, c'est d'une certaine manière, c'est pas faux. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Quel est le niveau de précision? Et les médias, leur problème, c'est qu'il faut que ça aille vite, donc il faut que ce soit simple. Et donc on va à un niveau de précision, de complexité moindre, donc on résume. Donc en réduisant le réel, on lâche des morceaux. Alors est-ce que ça reste de la vérité? Je ne sais pas. Mais c'est une question qui est en jeu. Là-dessus, alors pas dans l'histoire, mais il y a un chapitre passionnant de Mariana Mazzucato dans son bouquin The Entrepreneurial State, où elle montre comment est-ce que Apple n'a fait que Steve Jobs n'a fait qu'agréger des technologies non seulement qui existaient déjà, c'est-à-dire Siri, la reconnaissance vocale, l'intelligence artificielle, l'écran plat, le GPS, enfin, tout ce qui fait qu'un smartphone est intelligent. Non seulement ils l'ont racheté, mais en plus ça a été développé la plupart du temps dans le public, avec de l'argent public. Et donc elle montre que le niveau de complexité, effectivement ça rend tout assez complexe, fait qu'on agrège, on simplifie et on voit plus ces subtilités-là. François, tu avais une question? Oui, je voulais évoquer un peu sur la question de la comptabilité, du fait qu'il y a plusieurs comptabilités déjà. Dans les entreprises, la comptabilité générale, elle est publique. On peut avoir accès, interprété, etc. La comptabilité de gestion, elle est confidentielle. Mais les représentants du personnel, dans le cas des institutions représentatives du personnel, anciennement les CE, maintenant les CSE, Comité social et économique, peuvent avoir accès à ces informations par le biais de l'expert comptable du CSE. Et les experts comptables donc, ont les mêmes pouvoirs d'investigation en théorie que les commissaires aux comptes, qui eux interviennent pour défendre les actionnaires en fait. Par rapport à ça, donc évidemment, là, souvent, moi j'ai vu des cas de comptabilité de gestion qui donnaient des informations qui étaient intéressantes parce que, effectivement, c'est à partir de là que l'entreprise travaille. La comptabilité générale, elle l'a fait parce qu'il y a des obligations fiscales, parce qu'il y a des obligations légales de publier, mais bon, sauf si le commissaire aux comptes dit votre comptabilité ne tient pas la route. Alors, c'est important, c'est là aussi qu'on voit le rôle du légal, parce que par exemple, on connaît l'affaire d'Enron. L'Enron, on avait des comptabilités qui étaient complètement faussées, enfin qui étaient frauduleuses, et le principal cabinet mondial, qui s'appelait Arthur Andersen, a été pris la main dans la peau de confiture et il a été liquidé en même temps que Enron, etc. Donc il y a des risques à ce niveau-là, et le rôle de la loi quand même est important pour que la vérité puisse au moins être transmise. Et alors on peut s'inquiéter par rapport aux évolutions récentes, en tout cas en France, sur deux aspects. D'une part, la loi et les ordonnances de dites Macron, donc on restreint les possibilités d'investigation des experts pour les CSE, notamment quand il y a des licenciements ou des plans sociaux
dans le cadre de groupe. C'est-à-dire que l'information qu'on pouvait avoir sur les autres sociétés du groupe, elles ne sont plus, les sociétés ne sont plus tenues de les donner. Et par ailleurs, donc, vous avez toutes les... Alors là, je connais moins, mais il y a eu tous les développements là, sur le secret des affaires, avec le fait que les journalistes ne pouvaient plus avoir accès de la même façon, ils pouvaient être incriminés dans le cas où ils dévoilaient certains secrets des affaires. On peut penser aussi, alors c'est autre chose, mais c'est par rapport toujours à la question de la vérité, à l'affaire Wikileaks et toutes les opérations. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a un enjeu légal, mais c'est un enjeu, évidemment, de rapport de force, je crois, entre groupes sociaux qui ont des intérêts différents. La question de la vérité est une question de rapport de force entre groupes sociaux aussi, qui ont intérêt à cacher ou à ne pas divulguer, pour diverses raisons, mais quelquefois des raisons légitimes sur le secret des affaires. Et la main un moment. Non, je ne savais pas si Jean-Philippe allait rebondir sur True Enough. Peut-être que ça valait le coup. Bon, alors, du coup, je rebondis. Mais juste pour préciser qu'effectivement, quand Ludovic, là, vous évoquiez cette question de est-ce qu'on doit parler de vérité dans la vérité historique. Et évidemment, Jean-Philippe comme moi, on a pensé à une auteure, une philosophe qui a récemment publié un bouquin qui s'appelle True Enough, et qui montre que dans le domaine de la science en général, pas simplement de l'histoire, mais de la science en général, on se questionne moins sur la vérité que sur la plus ou moins grande proximité à la vérité. Elle donne l'exemple régulièrement, classiquement, Roger Pouillet l'avait rappelé d'ailleurs hier, des gaz parfaits, hein, en physique, les physiciens, en mécanique fluide, et ils utilisent un modèle de gaz parfait avec des atomes qui sont réduits à des particules qui n'ont aucune dimension. Bon, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais ça permet d'approcher suffisamment la vérité pour être utile à la compréhension du monde. Et c'est doublement intéressant cette idée, parce que justement, Catherine Elgin, dans son livre, insiste plus sur l'importance de la compréhension que de la connaissance. Ce qui est important, c'est pas de savoir, c'est de comprendre. Et je pense que ça, c'est une approche, elle traite évidemment des sciences de la nature, mais c'est une approche qui pourrait peut-être intéresser aussi les sciences de l'histoire. Parce que justement, évidemment, la compréhension des sciences de l'histoire, je ne vais pas insister sur l'importance du sujet. Oui, juste un commentaire qui pourrait peut-être vous intéresser. Il y a 15 jours, une de mes étudiantes à la maîtrise a assisté à un séminaire pour des comptables professionnels à Montréal. Et ils ont eu comme invité M. Fasto, qui était le chef comptable d'Enron. Andrew Fasto. Ouais. Donc, lui, il a confirmé que pendant environ 3 semaines, à chaque jour, Arthur Andersen a détruit 1,5 tonne de papier comptable dans des déchiqueteuses industrielles montées sur des camions, logés derrière la cour pour pas que ça se voit trop. Donc pendant 3 semaines, à chaque jour, Arthur Andersen, ça c'était avant que la SEC débarque. Il faut le faire quand même. Et il a confirmé que, en fait, c'est Arthur Andersen qui faisait la comptabilité concernant les filiales étrangères. Puis que lui, au fond, il n'avait pas le droit de regard là-dessus. Et que les filiales étrangères... C'est ça qu'elle a protégé. Ouais. Il faut voir ce que c'est quand même, parce que seulement aux îles, au Grand Caïman, seulement à cet endroit, Arthur Andersen avait créé 6500 filiales pour sortir de la dette du groupe. Et la plupart avaient des noms de sociétés, ces filiales, qui étaient que des personnages dans les films de Star Wars. Et peut-être juste juste pour terminer un peu sur cette anecdote, naturellement, il n'était pas présent personne parce qu'il n'a pas le droit encore de sortir du territoire américain. Donc, il a fait sa conférence via une vidéo. Et juste peut-être pour vous rappeler ceci, Arthur Andersen, le fondateur, M. Andersen, il a construit la réputation de son cabinet par la qualité de l'éthique de son travail. À la fin des années 80,
le cabinet avait une proportion de chiffre d'affaires de 80% tournée sur l'audit ou la vérification, 20% sur la consultation. Et à l'intérieur de 10 ans, ce pourcentage s'est inversé. Et naturellement, Arthur Andersen Consulting, qui était immense, qui était la grosse vache à lait en fait du groupe Arthur Andersen, 2 semaines avant que tout ferme, hein, il y a des choses qui se sont sues. Donc, ils ont comme sorti le groupe de l'Amérique du Nord, sorti le groupe de l'Angleterre. Et ouais, c'est devenu Accenture, mais ils sont allés s'enregistrer leur place d'affaires aux îles Caïmans pour ne pas rien dévoiler, rien dire. Bref, en quelques semaines, une institution de plus d'un siècle a été détruite en fait. Il faut voir ce que ça fait un cabinet comptable aussi grand, hein, dans le monde de l'audit, surtout pour les multinationales, parce qu'une facturation d'auditeurs pour un Fortune 500, une multinationale, c'est entre 35 et 75 millions d'honoraires pour vérifier les états financiers. Puis là, il en reste que 3, on ne va pas dire 4. Oui, alors quelques réflexions au fil de ce qui a été dit. Première des choses que je vais évoquer, c'est que la position des historiens n'est pas une position placide qui consiste à aller chercher des archives ou à aller recevoir des commandes d'histoire à écrire. Et je donne 2 exemples. Premier exemple, la Banque de Paris et des Pays-Bas, Paribas, s'est mise il y a une vingtaine d'années à détruire massivement des documents extrêmement importants. Et il y a eu une campagne des historiens pour arrêter les destructions qui a réussi jusqu'à un certain point. En d'autres termes, nous ne sommes pas uniquement dans un rapport qui serait un rapport de dépendance ou un rapport de situation individuelle, mais pouvoir avoir les moyens de la vérité. Il y a des moments où on arrive à s'entendre malgré nos différences et nos débats d'école, exactement comme en sciences de gestion, pour dire aux entreprises attention, danger. Et la même chose se présente en matière de constitution d'archives orales. Aujourd'hui, avoir des archives orales pour des entreprises, savoir comment on va les faire, qui on va aller sélectionner, c'est un débat. Et on voit apparaître des situations où il y a d'un côté les archives orales que l'entreprise constitue et celles que les historiens et les historiennes constituent. Mais en d'autres termes, nous sommes des acteurs et pas seulement des gens qui intervenons a posteriori. Deuxième, même si nous le sommes, si j'ose dire, en partie par définition. Deuxième élément, c'est notre rapport aux archives. Alors là, je vais évoquer rapidement 2 points. Premier point, il y a des gens, y compris chez les historiens, qui disent les archives disent que. Les archives parlent. Mon sentiment profond, c'est que les archives ne parlent jamais. Et là je reviens sur des choses qui sont liées à l'histoire des sciences qui ont été évoquées tout à l'heure par Jean-Philippe Bouilloux. C'est nous qui faisons parler les archives. Deuxième question, est-ce que nous sommes nécessairement démunis quand nous n'avons rien? C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons purement faire de la fiction? La réponse là-dessus est ferme. La réponse est non. Il nous faut toujours aborder la charge de la preuve. Mais pour autant, on peut de temps à autre essayer de combler les vides. Je vous recommande un tout petit livre qui doit faire 150 pages, qui a été vendu à 8000 exemplaires, rien que par le bouche-à-oreille, qui s'appelle Atelier 42 de Martine Sonnet. Martine Sonnet est une ingénieure du CNRS spécialiste du XVIIe siècle
Et un jour, son père est mort. Elle a retrouvé dans les tiroirs de son père, qui était un ouvrier forgeron chez Renault. Elle a retrouvé une dizaine de photos et une vingtaine de lettres et 5 tracts. Avec ça, et en utilisant les travaux des historiennes et des historiens de cette période qu'elle ne connaissait pas, elle a fait un livre que l'ensemble de la communauté scientifique, et elle l'a fait de manière totalement indépendante, a validé. C'est-à-dire, c'est une reconstitution de possible, qui se donne comme telle, qui ne dit pas que parce qu'on est savant, on sait tout, mais qui offre des perspectives. Une ultime remarque qui vient dans la discussion sur est-ce que la validation de la vérité se fait par la propagande, la diffusion et la publicité. Là-dessus, une histoire et un commentaire sur le fond. Une histoire, dans cette excellente revue dont il a été parlé tout à l'heure, Entreprise et Histoire, on a publié un jour un article de 2 pages sur Panzani. Et l'article expliquait qu'il y avait 2 Panzani. Il y avait le Panzani, originaire de milieu populaire, qui a créé les pâtes Panzani. Et puis, à partir des années 80, Jean Panzani étant toujours vivant, et n'étant plus dirigeant de l'entreprise, qui était passé chez Danone et ensuite chez Paribas, la communication de Panzani a créé un personnage fictif qu'on a vu à la télévision, qui était Giovanni Panzani. Et donc là, c'est un exemple merveilleux à utiliser dans l'enseignement sur le vrai Panzani et le Panzani de fiction créé par l'entreprise qui est celle qu'il a créée et alors qu'il est toujours vivant. Et j'en viens au plus sérieux de cette question. On a évoqué tout à l'heure l'hypothèse que ce sont les médias qui valident d'une certaine manière la vérité comme ils le feraient pour la propagande. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que, pour 2 raisons. Première raison, c'est que le débat scientifique, que ce soit entre historiens ou entre historiens et gestionnaires, ce débat scientifique, il existe. Et vous pouvez parfaitement avoir un bruit de fond qui vous explique que tel entrepreneur n'a pas collaboré ou que tel entrepreneur n'est pas allé trafiquer avec les djihadistes en Syrie. Mais le débat chez les historiens, il avance, il est parfois très obscur, il est parfois dans des tirés à part ou dans des revues, mais ça se passe exactement comme dans les sciences de la vie ou dans les sciences dures ou en mathématiques. C'est-à-dire que le rôle de la controverse chez nous, c'est important, ça dure parfois d'un temps fou, c'est parfois complètement opaque, mais moi j'insiste sur le fait que le débat scientifique et la critique scientifique ne peuvent pas être considérés comme étant en arrière de la main. Il y a des moments où ça finit par émerger. Et j'ajoute, et l'exemple d'Enron qui a été donné pour moi excellent, les moments de crise ou de controverse dans les entreprises ou dans les relations avec la population, avec la société, avec l'État, ces moments de crise font parfois la jonction entre le travail de la recherche et le débat public. Merci beaucoup. Alors, il faut qu'on libère certains de nos intervenants, mais je trouve que de conclure sur l'importance et le rôle de la controverse est absolument parfait. Je voudrais vous remercier tous les 4 pour votre participation ce soir. Merci beaucoup. Et pour les adhérents de la SPSG, on enchaîne tout de suite, enfin on va se donner